Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, c'est parti pour Accès Direct, 30 minutes d'actualité et d'information avec mes invités. Au sommaire ce soir, je recevrai deux députés, Virginie Duby-Muller des Républicains et Olga Givernet, élue de la République En Marche. Catherine Munier de la librairie Imaginaire viendra nous présenter ses coups de cœur. Et je recevrai également Mathieu Hutin de H2O, la nouvelle radio du lac d'Annecy. N'oubliez pas nos réseaux sociaux pour réagir, notre page Twitter et notre page Facebook, on vous attend bien évidemment. Mathieu, bonsoir. Pauline, on commence avec toi. Le JT, on en a l'habitude. Les titres du JT, justement. Alors ce soir, on va parler de justice, la justice en danger du côté de Chambéry. Exactement, c'est ton reportage qui passera tout à l'heure. Alors c'est selon nos confrères du Républicain Lorrain, la nouvelle mouture de la réforme de la carte judiciaire prévoit la suppression de plusieurs cours d'appel un peu partout en France. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, seules les juridictions de Lyon et de Grenoble seraient conservées, ce qui fait que à Chambéry, ça serait supprimé. Et donc les habitants devraient aller du côté de Grenoble. Ça rajoute 1 heure de route. C'est pas rien, donc on fera un peu le point avec ton sujet dans le JT. Et puis le troisième et dernier reportage de la série de Jean-Paul Crespi, toujours donc sur la filature Arpin. C'est ça, et aujourd'hui c'est le portrait du patron Jacques Arpin. Il a 60 ans et il a un caractère bien trempé. Il est son maître lainier depuis 8 générations dans sa famille. Il a grandi dans l'atelier, il connaît par cœur les machines. Jean-Paul l'a donc rencontré et oui, effectivement vous le verrez, c'est un monsieur qui a bien son caractère et qui connaît absolument tout sur le bout des doigts, sa laine sur le bout des doigts. Reportage très intéressant, on passe à la revue de presse alors Pauline, avec la bruxellose de nouveau au cœur de l'actualité. Exactement, on en parle beaucoup et là cette fois-ci le préfet de la Haute-Savoie prépare un arrêté d'abattage de 20 bouquetins, alors maximum sur le massif du Bargy à partir de cet automne. Dans le cadre de l'éradication de la brucellose, la fameuse maladie, une consultation est ouverte sur le site de la préfecture pour les habitants, elle est consultative. On le sait, depuis 2012, les bouquetins du massif sont victimes de l'épizootie de brucellose. Alors après de nombreuses annulations, cette fois-ci le préfet fait les choses dans l'ordre et surtout il ménage un petit peu les deux camps, les différents interlocuteurs des actions. Alors une capture avec euthanasie uniquement si les animaux sont infectés dans les secteurs où la brucellose est peu présente, du côté de l'Échaud, Andé et Charmieux-Bouclon. En revanche, il y aura l'abattage de 20 bouquetins maximum sans distinction des animaux sains ou malades dans les secteurs plus touchés, c'est-à-dire le Petit Bargy, le Grand Bargy et Jaloubre-Père. Alors cette dernière décision est forcément contestée notamment par la FRAPNA de Haute-Savoie qui demande au préfet d'attendre les résultats des 2 études scientifiques, notamment celles concernant les tests de vaccination réalisés au début de l'année. Bref, c'est un dossier chaud qu'on ne manquera pas de suivre parce qu'on en parle tous les ans. Et puis direction les saisies où l'on prépare déjà l'hiver qui arrive. Et oui, la neige n'est pas encore arrivée, mais on crée déjà des nouvelles pistes, des installations d'enneigeurs, des entretiens, des remontées mécaniques ou encore des constructions immobilières. Alors les chantiers sont nombreux du côté des saisies et dans toutes les stations de ski d'ailleurs, mais ici c'est des travaux qui sont indispensables pour faire face à un marché qui est très concurrentiel. On le sait, la France a baissé dans le classement. Actuellement, ce sont 600 nouveaux lits qui sont en pleine construction du côté des saisies. Ils viendront s'ajouter aux 11 000 lits déjà construits. Alors pour rappel, les saisies, le chiffre d'affaires annuel c'est 16 millions d'euros et c'est 40% de cette somme qui est réinvestie dans les travaux d'amélioration. L'an dernier, un télésiège 6 places débrayable avait déjà coûté 7 millions d'euros. Il n'y a plus qu'à attendre la neige, on l'espère. On l'espère. Et alors, toi, Sébastien, on parle d'un fonds de recrutement old school, comme on dit. Oui, une initiative intéressante du côté du Chablais, puisque certains commerçants ont décidé d'innover dans leur campagne de recrutement. Plusieurs enseignes ont ouvert dans la zone d'Amphion, ce qui a généré donc de nouveaux emplois. Fini les recrutements à base de curriculum vitae, elles ont opté pour le savoir-être plutôt que le savoir-faire, avec des semaines de formation pour les personnes qui ont été embauchées. Tout est une question de feeling, justement. Le bouche à oreille a aussi fonctionné dans une enseigne spécialisée dans les piscines. Le responsable de ce magasin qui a déclaré « Je préfère recruter quelqu'un dont on m'a parlé en bien ». Voilà, c'est peut-être une solution pour l'avenir, le recrutement au feeling. Surtout que c'est toujours compliqué de faire un CV, on n'y arrive jamais, il faut toujours tout mettre à la ligne, c'est toujours galère. Et puis deuxième sujet, c'est Justine et Montagne qui se mêlent. Oui, Albertville qui accueillera ce jeu vendredi 13 le colloque Justice au sommet. C'est organisé par le tribunal de grande instance d'Albertville, l'ordre des avocats et le centre d'études et de recherche sur la neige et les avalanches. Objectif de cette réunion, faire évoluer les comportements sur les pistes de ski. On le sait, on le rappelle sans cesse, toujours beaucoup d'accidents, des fois des accidents même mortels. Alors 3 bleus rondes seront au programme de ce colloque. Vrai faux moniteur, comportement sur les pistes justement, et secours, bilan et perspective. C'est à Albertville, à l'Auditorium du Roma. On verra ce que ça donne. Merci Seb. Merci Pauline. On te retrouve tout à l'heure pour le JT. Merci. Et on va passer à notre rubrique On en parle. Alors, pour tout vous dire, on devait recevoir en première partie nos députés, Virginie Duby-Muller et Olga Givernet, mais Madame Duby-Muller est un petit peu
coincé dans les bouchons, donc on bouleverse l'émission, c'est aussi ça le direct. Alors, Mathieu Hutin, vous êtes donc le président de la dernière née des radios annéciennes H2O Radio. Bienvenue sur ce plateau. Première question toute simple, pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet ? Bonsoir Sébastien, merci de nous recevoir. Je vois que je ne suis pas le plus en retard, donc déjà ça me détend, merci beaucoup. Comment on se lance dans ce projet, on s'est dit en étudiant cet appel à candidature du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui proposait des nouvelles fréquences sur le département, que sur cette zone qui s'appelle Saint-Joriot, sur cette zone de Saint-Joriot, il y avait la place pour un média qui soit hyper local, pour un média qui soit un peu différent de ce qu'on peut trouver en télé, en radio ou même en presse, qui sont des médias qui sont régionaux ou départementaux. Et on s'est dit, c'est chouette parce que en étudiant cette zone de planification CSA, on s'est dit, voilà, la zone de couverture qu'on obtient avec cette zone-là, c'est les bords du lac. Bon, génial, créons quelque chose qui soit cohérent autour du lac. Le dénominateur commun, c'est l'eau, donc voilà, le nom H2O, la vitalité. Et puis, de fil en aiguille, on était arrivé à se dire, ok, déposons un dossier, montons une structure, donc une association, puisque le but est de faire la plus belle radio pour l'un des plus beaux lacs, si ce n'est le plus beau lac de France. Je vais être un peu chauvin, mais on va y aller comme ça, on peut. Et puis donc, avec grande surprise et bonheur, ce dossier a été sélectionné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est pas évident, les nouvelles structures. Justement, c'est compliqué d'obtenir aujourd'hui une fréquence auprès du CSA ? C'est compliqué, oui, non. Si on fait bien son boulot, si juridiquement parlant, si le dossier est carré, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas accepté. Après, sur le fond du projet, effectivement, il faut proposer quelque chose qui soit différent. On ne peut pas proposer la copie de quelque chose qui existe déjà sur le marché des radios. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais on ne peut pas, sur la bande FM, mettre autant de radios qu'on a envie. Donc, il faut que l'offre elle soit cohérente et complémentaire. Donc, il s'agit de trouver un positionnement qui soit local, intéressant, qui ne soit pas déjà présent sur le marché. A priori, ça a plutôt séduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc on est content. On est en phase de développement et d'ici une trentaine de jours, on aurait déjà arrivé sur la fréquence qui est le 94. Alors, qu'est-ce qu'elle aura de différent, cette radio, par rapport aux nombreuses radios qui existent aujourd'hui sur le bassin annécien ? Qu'est-ce qui sera différent? Alors justement, la ligne éditoriale, je te le disais Sébastien, on est sur quelque chose qui est hyper local. Donc on va pouvoir s'intéresser aux plus petites manifestations qui parfois passent à la trappe sur les médias qui sont régionaux. On est dans une démarche de complémentarité par rapport au reste du marché. Sur le format musical, puisqu'il y aura aussi de la musique sur H2O, là aussi, on n'est pas sur quelque chose qui soit rock comme d'autres ou électro et jeune comme d'autres radios. On est sur un format qui se veut généraliste et fédérateur, plutôt ciblé 25-49 ans, mais l'objectif n'est pas de laisser sur le côté les plus jeunes ou les plus âgés. L'objectif est de rassembler autour d'une valeur commune qui est portée par les membres de l'asso qui ont créé cette radio, c'est-à-dire l'amour de ce territoire et des bords du lac. Alors, comme beaucoup d'associations, vous avez fait appel à un financement participatif. C'est quoi? C'était un choix? C'était une nécessité? Pourquoi avoir opté pour ce modèle économique? C'était les deux. C'était une nécessité, c'est une nécessité parce qu'aujourd'hui le budget de la radio n'est pas bouclé. Alors la radio va démarrer avec les 16 000 € du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale qui permet aux radios associatives de s'équiper. En fait, c'est une subvention qui permet aux radios qui se créent de s'équiper. Avec ces 16 000 € là, on peut déjà commencer à émettre, diffuser de la musique et faire un petit peu de programme, mais on ne peut pas tout faire. On ne peut même pas encore acheter le studio et on est vraiment que sur l'équipement de diffusion. Ensuite, pour aller plus loin, pour justement réaliser les programmes qu'on a promis au Conseil supérieur de l'audiovisuel, parce qu'on a promis une grille des programmes, justement, on a besoin d'aller plus loin dans le financement. Il faut savoir une chose sur une radio associative, c'est qu'on n'est pas dans une démarche commerciale. On ne peut pas vivre de la publicité. Tous les ans, le CSA et le Fonds de soutien à l'expression radiophonique contrôlent le budget et il ne peut pas, en publicité de marque, dépasser 20%. Donc il nous faut trouver d'autres sources de financement. Les subventions publiques, c'est compliqué, surtout quand on se lance en fin d'année. Le don de particuliers, le mécénat et le fait de faire une campagne de financement participatif, c'est un petit peu plus facile que d'aller faire du porte-à-porte un par un sur les particuliers. Ça permet de... et puis il y a un côté ludique aussi avec un financement en ligne. Et est-ce que ça permet aussi de responsabiliser les gens qui vont participer à ce financement participatif? Alors, je crois que ça permet de les intégrer dans la radio? C'est exactement ça. Je crois surtout que ça permet de les intégrer parce qu'avec le financement participatif, c'est pas bonjour, je suis une association près de chez vous, donnez-moi un petit peu de sous. Et puis au final, les gens, ils savent pas trop ce qui se passe. Là, ce qui est bien quand on va voir sur ulule.com/h2o-radio, c'est qu'on sait exactement ce qu'on va faire. On vous explique comment le budget est construit, comment les programmes, quelle sera la teneur des programmes, même si on ne parle pas encore de grille des programmes parce qu'on garde un petit peu de surprise, une nouveauté pour le lancement de la radio, mais on sait déjà la teneur de la radio, il y a déjà une idée du graphisme et vous l'avez repris, merci.
Et surtout, bah voilà, il y a des contreparties qui sont sympathiques. Il y a une contrepartie qui va permettre aux cofinanceurs de venir faire un petit pique-nique en montagne avec nous. Et voilà, l'idée, c'est de fédérer un groupe de personnes autour de la radio, peut-être par la suite recruter de nouveaux bénévoles pour nous aider sur la structure. Qui sait, on verra bien. Alors, vous allez traiter tout type d'actualité? Sur l'actualité, alors sur la radio pardon, est le média de l'instantané. Donc effectivement, il faut qu'on soit hyper réactif sur parfois des mauvaises nouvelles. Ça, c'est incontournable, mais tout le monde le fait. Donc il faut aller plus loin. Pour aller plus loin, il faut, moi je crois, sur cette zone hyper locale qu'aujourd'hui le CSA nous a autorisé, il faut qu'on revienne aux fondamentaux, c'est-à-dire le patrimoine. Il y a encore plein de secrets au bord du lac, sur les communes qui le bordent, dont on ne parle pas souvent. Il y a plein d'événements très sympathiques dont on ne fait pas écho. Et bah, voilà, ça va être vraiment la différence sur l'actualité d'H2O. Dernière question. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous émettez pour l'instant sur le lac d'Annecy, tout autour du lac d'Annecy. Pas encore. Oui, enfin, pas encore. Dès que vous serez lancé, est-ce que dans un avenir plus ou moins long, on peut penser à une émission sur d'autres endroits ou sur le territoire? D'autres territoires, c'est pas une question qu'on se pose vraiment parce que, je vous l'ai dit, le projet il est hyper local. C'est-à-dire que si demain vous voulez que la radio arrive, je sais pas moi, à Thonon ou Annemasse, on perd l'ADN qui est celui d'H2O Radio. Après, est-ce qu'on peut décliner sur Annemasse ou sur Thonon? Peut-être, je sais pas. Si vous me posez la question de l'axe de développement pour H2O Radio, il est simple. La radio numérique terrestre est en construction. Le CSA fait un très très gros travail pour que la radio numérique, qui est le pendant de la TNT, arrive sur le marché rapidement. Et la zone d'Annecy est à l'appel à candidature normalement deuxième semestre 2018, ça devrait arriver. Quand on est déjà en FM, on est déjà favorisé pour arriver sur la RNT, donc c'est pour le moment le seul axe de développement. Mais on va déjà lancer le 90.4 et on verra plus tard. D'accord, merci beaucoup Mathieu. Merci, longue vie bien sûr à H2O Radio. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous laisse rejoindre la régie. Alors c'est maintenant Madame Catherine Munier qui va prendre votre place. On va parler littérature avec vous. Vous êtes venu les bras pleins de livres. Alors, on vous présente donc, vous êtes la directrice de la librairie Imaginaire à Annecy. On aura l'occasion de vous accueillir une fois tous les 2 mois environ sur ce plateau, donc pour que vous nous parliez de vos coups de cœur. Alors pour cette première, on va commencer avec 4 livres au programme. On commence avec une œuvre au titre assez musical, By the Rivers of Babylon, de Kay Miller. Un livre qui se passe, une action qui se passe en Jamaïque sur fond d'apocalypse. Tout à fait. On est dans un quartier très très pauvre, Augustone, et c'est l'histoire de Kaya. Kaya, c'est un petit garçon de 9 ans qui a été élevé par Matafi. Matafi, c'est une très vieille dame qui n'a jamais eu d'enfant, mais qui a élevé des générations et des générations d'enfants. C'est une dame aveugle, mais qui ressent toutes les choses. Et un après-midi, elle pressent quelque chose parce qu'elle sent une clameur monter et elle sait que c'est le retour de son petit Kaya de l'école. Et il est arrivé quelque chose de terrible à Kaya. Son maître, qui est un professeur frustré, très, très méchant, lui a coupé ses dreadlocks. Sacrilège en Jamaïque. Ah, c'est le plus grand sacrilège qu'on puisse faire, puisque pour les Rastas, évidemment, c'est un symbole très fort. On ne coupe jamais ses cheveux, c'est le symbole de la crinière du lion, en fait. Et ça, c'est terrible. Et vraiment, le petit Kaya, lui, est désespéré. Et en même temps, tout Augustone va suivre et va perpétrer cette rumeur qui va prendre des proportions affreuses. Et il prépare l'autoclaps. Et Matafi, pour consoler un petit peu Kaya, va commencer à lui raconter ce qui s'est passé dans son enfance à elle, dans les années 30. Il y a un révérend qui s'est tout d'un coup mis à léviter. Et ça a été le début, en fait, de la religion du Rastafari, puisque ce révérend va entraîner avec lui tous les Noirs, les anciens esclaves, qui vont prendre conscience qu'ils ont leur identité et que quelqu'un va pouvoir les mener plus haut que où ils étaient. Vous conseillez donc vraiment... C'est un roman magnifique. C'est une très belle langue qui est mêlée à un créole jamaïcain avec des trouvailles de mots qui sont subtils, Alors on rit, on pleure, on est entraîné. C'est un roman super. Deuxième coup de cœur, Olivier Chantraine qui signe Un élément perturbateur. Alors là, on est dans un russe totalement différent, Oui. avec un héros, Serge Horowitz, un homme hypochondriaque et aphasique. C'est un roman qui pourrait s'apparenter à une comédie? C'est une comédie très très ironique sur le monde économique, le monde de la finance.
et le monde politique. Je trouve que ça va très bien avec vos invités qui vont venir. C'est Serge Horovitz, c'est un beau mec de 40 ans, mais totalement inadapté, on va dire. Il est hypocondriaque, il squatte chez sa sœur parce qu'il est incapable de vivre tout seul. Mais il a une très bonne place dans une société qui fait de l'optimisation fiscale. Et cette grande place, il la doit à son frère qui est ministre de l'économie. Rien que ça. Voilà, donc ça aide un petit peu pour trouver des places. Et puis, il ne comprend pas bien pourquoi, mais cette société doit vendre à une société japonaise, une société de boissons, une société française un peu minable et à un prix exorbitant. Et on lui demande d'aller au Japon pour défendre ce dossier face à la société japonaise. Troisième livre, Voilà. La fonte des glaces, un titre assez évocateur de Ouais, Joël Baquet. alors Je moi- crois qu'on va parler un petit peu d'environnement, d'écologie. D'écologie, voilà, tout à fait. Moi, je l'ai appelé le roman le plus givré de la rentrée parce qu'il est très drôle aussi. Là, on est avec un personnage qui s'appelle Louis. Louis a eu un début de vie un peu compliqué parce que son père a été tué par un éléphant qu'il était en train de photographier et l'éléphant le chargeait. Donc, il a passé son enfance orphelin seul avec sa mère, avec pour seule photo dans l'appartement la photo de l'éléphant chargeant. Déjà pour dire un petit peu le ton de l'écrivain. Et puis, il a vécu sa vie, il a été charcutier, il a épousé la fille du patron, ils étaient très amoureux mais n'ont jamais eu d'enfant. Et puis Louis se retrouve tout seul à la retraite, sa femme est décédée brusquement d'un cancer. Il a une petite vie toute monotone, le matin son petit expresso, sa demi-baguette chez une boulangère très acariâtre. Il ne se passe vraiment rien. Et puis un jour, coup de foudre, devant la vitrine d'un brocanteur, il y a un manchot empereur empaillé. Et là, c'est le début. C'est le début d'une aventure extraordinaire, parce que du coup, il va créer d'abord un monde pour son manchot empaillé, lui offrir des petits camarades, et puis après aller voir le manchot dans son milieu naturel. Et là, c'est très drôle, parce qu'il va vraiment s'intégrer à un groupe de manchots, se faire draguer par une maman manchot. Et puis, c'est terriblement attachant. Et puis après, évidemment, il y a un message écologiste. Et puis c'est un livre où on est tellement attaché à ce personnage, attaché au manchot, c'est génial. Et enfin, on termine avec Les fantômes du vieux pays de Nathan Hill. Là, tout part de l'agression d'un candidat à l'élection présidentielle, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. C'est une femme dans un jardin public va lancer une poignée de cailloux contre un candidat à l'élection présidentielle. C'est un phénomène, c'est un événement, ça fait le buzz partout. Elle devient l'ennemi public numéro 1. Tout le monde aux États-Unis connaît cette femme, c'est la pire ennemie. Tout le monde, sauf un homme qui est un petit professeur d'université, professeur de littérature, Samuel. Et pourtant, il devrait être au courant puisque cette femme, c'est sa mère. Mais sa mère l'a abandonné quand il avait 11 ans. Et par un concours de circonstances, il va devoir enquêter sur cette mère et en fait comprendre le passé de sa mère, de ses grands-parents. Et puis voilà, et puis donc c'est passionnant parce qu'on est à la fois aux États-Unis pendant cette période actuelle et puis aux États-Unis à Chicago en 1968 avec les émeutes d'étudiants, de la ségrégation. Et puis là c'est la même chose, il y a énormément d'humour, il y a des personnages secondaires qui sont très drôles, il y a une enquête, c'est passionnant, c'est le vrai roman américain. Moi, il m'a fait penser au premier de John Irving. C'est un régal. Merci en tout cas, Catherine Meunier, pour cette sélection non exhaustive. On vous retrouvera normalement le 14 décembre prochain pour de nouvelles aventures et de nouvelles lectures. Merci beaucoup. Merci à vous. On va passer à la dernière rubrique de cette émission avec les invités du jour. Normalement, je devrais recevoir des femmes politiques. Elles arrivent sur le plateau. On les attend d'être équipées en micro. Madame Virginie Duby-Muller et Olga Givernet, je vous en prie, prenez place. Merci d'être là. Je sais que ça a été un petit peu compliqué. Mais on est là. On est là, vous êtes là. Merci, bienvenue sur ce plateau. Je vais commencer avec vous, Madame Duby-Muller. Comment se passe ce début de second mandat en tant que députée de la 4e circonscription de Haute-Savoie? Moi, je suis ravie d'avoir été élue donc, le 17 juin 2017 pour ce second mandat. Je ne vous cache pas que l'ambiance n'est pas du tout la même que sur le précédent quinquennat. En revanche, au niveau de ma famille politique, du groupe Les Républicains, dont j'ai l'honneur d'être la première vice-présidente,
Nous avons trouvé notre mode de fonctionnement. Nous sommes très actifs au moment des débats, donc ça se passe plutôt bien. Et les nouveaux députés sont bien accueillis, puisque sur 100 députés, il faut savoir qu'il y en a 47 de nouveaux. Donc le renouvellement, il s'est également fait chez les Républicains. Et donc nous travaillons actuellement sur le projet de loi de finances et les textes en cours de débat. Avec votre élection et celle de Martial Sadier, la droite a sauvé la mise, on peut le dire en Haute-Savoie. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir encore plus de responsabilités? Oui, absolument, surtout que les gens ouvrent les yeux aujourd'hui. Ils sont contents d'avoir des députés expérimentés qui connaissent le terrain, qui sont là pour porter leurs préoccupations. Et je dirais que de plus en plus, nous avons du soutien, Martial Sadier et moi. Donc voilà, nous avons conscience de la responsabilité qui nous incombe de façon supplémentaire. Alors Olga Givernet, donc vous, c'est le contraire, vous êtes novice, en tout à cas fait. au Palais Bourbon, pas novice en politique, mais en tout cas au Palais de Bourbon. Vous êtes député de la 3e circonscription de l'Ain, La République En Marche. Même question, comment se passe ce début de députation? Alors moi, j'ai dû m'installer dans mon mandat, c'est-à-dire vraiment pouvoir commencer à créer mon équipe, m'installer dans les bureaux. Donc c'est vrai que par rapport à quelqu'un qui retourne dans un mandat, il y a beaucoup de travail. Et puis trouver un mode de fonctionnement au sein de ce groupe qui fait plus de 300 personnes, donc La République En Marche, avec beaucoup de nouveaux en politique également. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons réussi aussi à amener et à féminiser l'Assemblée, puisque nous avons 48% de femmes au sein du groupe, ce qui a monté 37% de femmes dans l'Assemblée. Est-ce que ça correspond à l'image que vous en aviez de la députation? C'est beaucoup de travail, effectivement. On a pu avoir un début de mandat très chargé. Le gouvernement avait déjà enclenché un certain nombre de réformes. Il a fallu se mettre à jour. Évidemment, il y a eu le programme que nous avons soutenu et donc nous continuons dans la lignée. Il y a les textes. Nous avons voté 18 textes dans l'été, peu de vacances pour retourner à la rentrée, donc c'est très chargé. Alors il y a peu, vous avez lancé les ateliers citoyens. L'idée, c'est quoi? C'est de donner la parole à vos électeurs, aux gens qui vous ont élus? Alors, l'idée, c'est de continuer la campagne que nous avons faite sur le terrain avec des ateliers qui ont permis d'impliquer les gens sur le programme au niveau national. Aujourd'hui, moi, je veux pouvoir garder ce contact et à ce moment-là, le décliner plutôt au niveau local. Ces ateliers ont commencé par une consultation au niveau des élus pour avoir un cadrage des problématiques. Je redis que je ne suis pas là pour faire les politiques territoriales. Il y a les collectivités qui sont là et les élus locaux. En revanche, j'ai une mission d'accompagnement du débat politique local et c'est dans ce cadre-là que je souhaite rester au contact des habitants. Alors mesdames, si vous ne partagez pas forcément les mêmes idées politiques, il y a quelque chose qui vous rapproche, c'est votre attachement aux thématiques transfrontalières. Virginie Duby-Muller, on le rappelle, vous êtes présidente du Conseil du Léman. Une mission, un mandat qui s'achève au mois de décembre. Justement, quel bilan vous tirez de ces 2 ans passés à la tête de cette institution? C'est un mandat qui a été passionnant. Moi, c'est un territoire, bien sûr, que j'apprécie beaucoup. Donc, je rappelle que le Conseil du Léman, il réunit 3 cantons suisses, Vaud, Valais, Genève, et 2 départements que sont l'Ain et la Haute-Savoie. Et son idée, c'est de travailler sur un certain nombre de thématiques en commun, en termes de mobilité, en termes d'économie, en termes de sport, de culture, de créer des synergies pour faire avancer une forme d'identité lémanique. On voit aujourd'hui qu'effectivement, on a cette frontière qui existe, mais néanmoins, nous vivons dans un bassin de vie et je crois qu'il faut faire en sorte qu'on ait davantage de liens qui se créent. Et c'est ce que nous avons fait avec le Conseil du Léman, sachant qu'en tant que présidente, j'avais mis à l'honneur la question de la jeunesse. Et je pense que c'est par la jeunesse, justement, que nous pouvons construire ce territoire dans le futur. Et nous avons mis en place les chorales lémaniques. Enfin, nous avons continué, bien sûr, parce que ça existait déjà. Nous avons mis en place le Lémanique Quiz. Et toutes les classes qui ont participé à cet événement, ont tiré un bilan positif. Et maintenant, ont conscience de cette identité lémanique et de ce territoire. En tant que député, quels vont être les dossiers transfrontaliers sur lesquels vous allez plancher là, lors de ces Écoutez, prochains il y a mois, toujours prochaines années? pas mal de sujets en cours. Je pense notamment à la fin du droit d'option qui a eu bien sûr des conséquences en matière de santé. Donc il y a bientôt une convention cadre en matière sanitaire qui devrait être entérinée par les parlements. Donc ça va être une chose positive qui permettra de travailler à une échelle locale en matière de santé. La hausse de la CSG, elle aura des impacts aussi négatifs pour
les pensionnés frontaliers, 1,7 point supplémentaire de hausse de CSG. Donc pour quelqu'un qui a une pension de 3 000 €, ce sera 800 € en plus à la fin de l'année. Donc ça, c'est des sujets liés à la politique de M. Macron que nous regrettons parce que la Haute-Savoie, elle va subir de plein fouet un certain nombre de mesures fiscales que nous examinons actuellement dans le projet de loi de finances et pour lesquelles ils n'auront pas de compensation parce que je rappelle que l'exonération de la taxe d'habitation, elle s'effectuera à partir d'un certain plafond et compte tenu des niveaux de vie dans notre département, il y a un certain nombre de personnes qui n'en seront pas exemptées. Vous, Olga Giverny, c'est plus vers le pôle métropolitain que vous êtes plus axé. Tourné, exactement. Qui a succédé, on rappelle, qui a succédé à l'ARC. Oui, exactement, puisque moi, depuis 2014, j'étais élue locale, donc au conseil communautaire du Pays de Gex, ce qui m'a permis aussi d'intégrer le pôle métropolitain. Aujourd'hui, je veux garder ce lien avec le pôle métropolitain. C'est une entité très importante qui va permettre de travailler à la structuration, bien évidemment, du secteur France côté Haute-Savoie et aussi côté de l'Ain, des sujets comme le CEVA en Haute-Savoie. Et nous devons en parallèle travailler sur une arrivée du tram côté Pays de Gex. Ce qu'il faut savoir sur le transfrontalier, c'est que je suis moi-même travailleuse frontalière. J'ai travaillé pendant 10 ans sur l'aéroport de Genève. C'est une donnée que je connais bien. Mais le transfrontalier, ce n'est pas que les travailleurs frontaliers, c'est tout l'ensemble, tout le bassin de population qui habite et qui bénéficie des services de chaque côté de la frontière. Aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment travailler sur un projet de société dans ce bassin et je suis prête à l'accompagner. Virginie Duby-Muller, il y a 2 jours, lundi, c'était M. Dominique Dor qui était à votre place. Vous avez parrainé Laurent Wauquiez en vue du congrès de fin d'année. Selon vous, c'est donc l'homme de la situation pour cette élection à venir. Il faut redonner une ligne directive à ce parti des Républicains. Oui, donc aujourd'hui, on sait qu'il y aura 4 candidats pour l'élection des 10 et 17 décembre prochains, donc à l'intérieur de notre famille politique. Aujourd'hui, il nous faut un leader, bien sûr, puisque nous avons subi 2 échecs cette année, à la fois à la présidentielle et aux élections législatives. Moi, je connais Laurent Wauquiez pour son travail dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un leader, il a des grandes capacités intellectuelles, il s'est fédéré autour de lui. Je rappelle qu'au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il a su réunir l'UDI, le MoDem, et donc il s'est travaillé avec eux. Donc il a des grandes capacités de rassemblement. Et moi, je crois en lui, bien sûr, d'abord pour redresser le parti, nous permettre de reconquérir les différentes échéances électorales et puis, bien sûr, revenir au pouvoir en 2022. On aura le temps de voir d'ici là qui sera potentiellement candidat. Mais il faut, bien sûr, d'abord repartir de la base et remettre en fonction le parti politique. Est-ce que ce congrès peut permettre d'apaiser les tensions parce qu'on sait qu'il est aussi contesté au sein même du parti pour certaines idées? Est-ce que vous pensez que ça peut apaiser? Alors, en tout cas, lui au moins est candidat parce qu'on a des personnes qui sont extérieures, qui émettent des critiques mais qui n'ont pas été au bout de la démarche. Donc ça, sincèrement, je le regrette. Et moi, je crois, comme je vous l'ai dit, en ses capacités de rassemblement. Je vois le travail qu'il a pu effectuer, notamment au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'ailleurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des députés qui sont avec le MoDem à l'Assemblée nationale et qui sont dans la majorité de Laurent Wauquiez au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense à M. Mignola. Donc ça témoigne, je dirais, de sa capacité de rassemblement. Et il sait, bien sûr, qu'il faudra travailler en bonne intelligence avec tout le monde et rassembler la famille politique parce que nous savons que pour gagner, il faut être unis et rassembler le plus largement possible. Olga Giverny, les débuts du président Macron ça a été bien au début, c'était un petit peu plus compliqué. Est-ce que vous y attendiez? Alors, il y a toujours une phase de mise en place avec des questionnements, des doutes dans la population. Il y a cette volonté de transformation, on change les habitudes, donc forcément, il peut y avoir des moments où le doute arrive. Nous sommes déterminés, nous sommes convaincus. Le travail qui est fait est en concertation, bien évidemment, au sein du groupe, mais aussi de manière élargie avec des groupes, typiquement les constructifs ou d'autres qui ont accompagné déjà les lois que nous avons votées. Je vous rappelle que la loi antiterrorisme a été votée à plus de 400 voix sur 577 députés à l'Assemblée. Donc il y a un consensus et nous sommes capables de les travailler. Il faut savoir aussi qu'il y a une concertation avec les syndicats qui sont faits sur la loi travail. C'est un travail qui va être de longue haleine, mais qui va porter ses fruits sous peu et je pense que les gens s'en rendront compte. Vous êtes donc confiante pour la suite du mandat?
On est confiant, on a beaucoup d'autres chantiers également, donc ils vont se cadencer de la même manière. Il y a aussi le travail en territoire qui est très très important, puisqu'il faut pouvoir expliquer aux personnes et aux habitants quels seront les impacts pour eux. Nous sommes dans un lieu de vie chère, nous avons des problèmes de logement au niveau du pays Gex, au niveau du pays belgardien. Des mesures sont en train d'être mises pour justement que dans ces zones tendues, on puisse débloquer le logement. Donc il va y avoir une déclinaison sous peu dans les territoires et nous nous rendrons compte très vite des effets. Virginie Dubumiler, un dernier mot. Vous êtes sûrement au courant. Hier, Antoine Vieillard s'en est pris au département, au conseil départemental. Il vous a personnellement attaqué. Est-ce que vous avez envie de répondre à ce qui s'est passé? Je n'ai aucun commentaire à faire sur cette personne. Ce n'est pas la première fois qu'il m'attaque. Cette fois, c'est plus grave. Il met en cause une collectivité, en l'occurrence le département. Sa décision risque de compromettre aussi les subventions qui étaient accordées pour un certain nombre de communes à l'intérieur du canton. Aujourd'hui, sa position est isolée, donc moi je ne commenterai pas, je dirais, la délibération, d'ailleurs qui est passée de justesse, ce qui démontre qu'y compris à l'intérieur de son propre conseil municipal, il y a de plus en plus de scepticisme sur sa personne et sa façon d'exercer le pouvoir à Saint-Julien-en-Genevois. Je crois encore une fois, malheureusement, que ce sont des mauvaises raisons qui animent cette personne. Merci en tout cas, mesdames, d'être venues. Merci d'avoir participé à cette émission. Ça fait du bien Merci de voir beaucoup. des femmes politiques, ça change un petit peu. En tout cas, bonne continuation sur le banc Merci. de l'Assemblée, pardon, pour la suite. Pauline Courceau nous a rejoint. Je vous invite à rejoindre la régie pour finir cette émission. On va voir avec toi, Pauline, les titres pour ce JT que tu vas présenter dans quelques minutes. Oui, et je précise qu'Antoine Vieillard, on l'aura par Skype dans quelques instants voilà, pour l'été c'est pour parfait. pouvoir réagir. Un droit de réponse. Exactement. Pour les titres du JT, on commencera à parler justice avec une annonce qui pourrait faire grand bruit. C'est le tribunal de la cour d'appel de Chambéry qui pourrait être supprimé d'ici quelques mois. Et on garderait que celle de Lyon ou de Grenoble, ce qui engagerait beaucoup de difficultés pour les gens ici en Haute-Savoie. Et puis le troisième et dernier épisode de la série de Jean-Paul Crespi. Oui, ce sera le portrait de Jacques Arpin, le patron de cette entreprise au caractère bien trempé. 8 générations, il est la 8e génération chez les Arpin. Jean-Paul Crespi l'a rencontré. Ce sera un très joli portrait à découvrir dans le journal. Merci, on te retrouve tout de suite. C'est fini Accès Direct pour ce soir. J'espère que tout ça vous a plu. Merci pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. On parlera notamment des 50 ans du peuplage. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Bye bye.